Bonjour à tous, contrairement aux apparences, nous ne sommes pas en Afrique, mais en Espagne. En effet, c'est depuis le Bioparc de Valence que nous vous accueillons aujourd'hui. Un zoo nouvelle génération consacré aux plaines africaines et leurs animaux, où nous allons passer 48 heures en immersion. Et vous avez de la chance, on vous emmène avec nous. C'est parti! C'est l'histoire de la vie. Aujourd'hui, direction l'Espagne pour découvrir l'un des plus beaux zoos d'Europe, le Bioparc de Valence. Ici, au cœur de la ville, 150 espèces originaires d'Afrique cohabitent sur 10 hectares semblables à leur habitat naturel sans barrière visible. Et pour aller à la rencontre de ces incroyables animaux, nous allons suivre ceux qui prennent soin d'eux au quotidien. Sandrine assistera Alicia, l'une des vétérinaires du zoo, pour réaliser le sexage d'un impressionnant porc-épic sud-africain, l'un des plus grands du monde. Devant l'oasis des éléphants, Elodie observera Malik, un éléphanto d'Afrique qui fait ses premiers pas au sein du groupe. La naissance de Malik, comment s'est-elle passée? Est-ce que vous étiez là? Toute l'équipe a suivi la naissance par caméra et nous étions tous en larmes. Bah oui, forcément, c'est émouvant ça. Enfin, nous découvrirons deux espèces aussi rares qu'étonnantes, le fossa et l'oryctéroque du Cap, devenus les mascottes des visiteurs. C'est le bébé? Oui, c'est le bébé. Et on voit son cœur qui bat. Le jour se lève sur le bioparc de Valence. Ce matin, avant l'ouverture du parc, Sandrine retrouve Alicia, une des vétérinaires, pour l'assister dans une mission sexage. Bonjour Alicia. Bonjour. Alors toi, tu es une des vétérinaires du parc et avec toi, on va s'intéresser au porc-épic sud-africain. Il y en a 3 ici dans cet enclos, 2 femelles et le 3e, on ne sait pas, on ignore son sexe. Et donc tu vas réaliser un sexage, mais est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste ? Tout à fait, car chez le porc-épic, la maturité sexuelle arrive tard, vers l'âge de 2 ans. Et nous avons besoin de connaître le sexe de notre 3e porc-épic qui vient d'avoir 1 an et demi. Mais le problème, c'est que lorsqu'ils sont jeunes, il est impossible de voir ça à l'œil nu. On va devoir faire une échographie pour savoir s'il a des testicules ou un appareil reproducteur féminin. Et pour faire une échographie dans des conditions de sécurité optimales pour nous comme pour l'animal, il va falloir l'anesthésier. Bon bah, je te laisse l'endormir parce qu'il faut être discret, donc je reste à l'écart. Ça y est, notre porc-épic Cresta est endormi. Il a été anesthésié et là, on l'emmène à la clinique vétérinaire pour lui faire son examen. Mais vous voyez que c'est un peu speed parce qu'il faut se dépêcher, il ne faut pas le laisser trop longtemps endormi. Puis il est lourd aussi, hein. Si. Si. Nous sommes dans la clinique vétérinaire avec notre porc-épic. Vous voyez qu'il dort bien. Donc là, Alicia, la vétérinaire, fait un contrôle complet de notre porc-épic. Donc, on regarde sa fréquence cardiaque, sa température, bien évidemment, pour voir si l'animal va bien. Vous avez vu qu'il y a énormément de monde. Et là, on a été rejoint par Juan Carlos, qui est échographiste. Donc, c'est lui qui va procéder à l'échographie pour voir si c'est un mâle ou une femelle. En fonction de l'âge de l'animal et du gras qu'il a sous la peau, la palpation n'est pas assez fiable pour déterminer son sexe. Il n'y a que l'échographie qui pourra permettre de le connaître avec certitude. Alicia, dis-nous pourquoi c'est important de faire ce sexage aujourd'hui. Le sexage est indispensable chez toutes les espèces animales détenues en captivité pour éviter les problèmes de consanguinité chez les individus d'une même famille. Lorsque nous avons des mâles et des femelles avec les mêmes gènes, nous devons soit les séparer, soit les stériliser. Et ça, c'est très important de le faire avant qu'ils n'atteignent leur maturité sexuelle. Autour de notre porc-épic, nous avons Laura qui est française et en stage ici, c'est ça hein? C'est ça, je fais mes études de médecine vétérinaire en Espagne, ici à Valence, et du coup, je dois faire un stage de fin d'études et j'ai décidé de le faire ici aux zoo. C'est génial! Ouais, c'est super cool. Mais l'opération sexage de notre porc-épic sud-africain semble plus compliquée que prévu.
Là, on pense voir le testicule ici? Ouais? J'ai l'impression que c'est compliqué à avoir. Hein. Mais dis-nous là, qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire? J'ai l'impression qu'ils se concertent. Alors voilà, Juan Carlos a passé sa sonde échographique un peu partout et il a l'impression au final que ça serait plutôt une femelle. Ça y est, plus de doute, c'est une femelle, Alicia. Tout à fait. Grâce à l'échographie, nous avons pu déterminer finalement qu'il s'agit d'une femelle. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à lui donner un prénom féminin. Mais je comprends pas parce que tout à l'heure, on l'a appelée Cresta. C'est féminin, non? Oui, c'est vrai que ça ressemble à un prénom féminin. Mais en réalité, en espagnol, c'est un prénom mixte. Ah, ok. On leur donne toujours un prénom unisexe au départ, tant qu'on ne connaît pas leur sexe. Mais alors, qui va choisir le prénom? En général, c'est le soigneur qui a vu naître l'animal ou celui qui l'a découvert en premier qui choisit le prénom. Donc là, c'est terminé. Vous allez le réveiller? Oui, on va attendre que les effets de l'anesthésie disparaissent et qu'elle se réveille tranquillement pour ne pas la brusquer. Pour l'instant, on la garde encore un peu en observation et ensuite on la transportera jusque dans son enclos pour qu'elle retrouve les siens. Finalement, c'est sans changer de prénom que Cresta a retrouvé ses sœurs. Cet après-midi, le soleil brille sur Valence et la température avoisine les 30 degrés. Alors, pour se rafraîchir, Elodie retrouve Vicky, la soigneuse des éléphants, près de leur oasis. Ils attendent que ça. Hein. Tu l'attrapes? Oh là là! Oh, c'est génial! T'es bien là, hein? Ah ouais, t'es bien. Moi aussi, je veux venir avec toi. Alors moi, j'admire parce que vraiment, c'est la première fois comme ça qu'on les voit se baigner. C'est magnifique. On a de la chance, on a 2 éléphants africains qui sont juste derrière nous. Mais si on est venu aujourd'hui, c'est pour découvrir le petit qui est né il n'y a pas très longtemps. Oui, nous avons récemment eu le plaisir d'accueillir un nouvel éléphanto qui a aujourd'hui 2 mois et qui se prénomme Malik. Il est encore tout petit et vient juste de faire ses premiers pas avec le reste du groupe, mais il est déjà très joueur. Bon alors la naissance de Malik, comment s'est-elle passée? Est-ce que vous étiez là? Vous avez observé? Oui, et tout s'est très bien passé. La gestation chez les éléphants dure entre 22 et 23 mois, donc comme nous ne connaissions pas la date exacte de la naissance, dès la fin du 21e mois, nous avons commencé à surveiller la maman 24 heures sur 24 pour ne pas rater l'arrivée du bébé. Nous voulions que la mise bas se passe le plus naturellement possible sans intervenir. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Toute l'équipe a suivi la naissance par caméra et nous étions tous en larmes. Bah oui, forcément, c'est émouvant. Ça devait être très très beau à regarder. Hein. Mais alors pourquoi la maman, elle met bas debout? C'est toujours comme ça que ça se passe? Comme c'est un très gros bébé, la maman doit l'aider à sortir en poussant lors des contractions, ce qu'elle ne pourrait pas faire si elle était couchée. Donc lorsque le petit est né, Malik, la maman, quel comportement elle a? Une fois qu'elle a sorti son bébé, la maman s'en éloigne pour prendre le temps de réaliser, car elle n'a pas conscience qu'elle vient de donner naissance. Elle voit une petite chose qui commence à bouger, elle s'en approche peu à peu et commence à le toucher et à le sentir. C'est lors de ce premier contact qu'elle reconnaît son petit. À partir de là, l'instinct maternel se révèle et elle le pousse à se lever pour téter. Parce que c'est important dans la nature, il faut qu'ils fassent vite, il y a des prédateurs. Oui, dans la nature, ils doivent se lever et marcher des dizaines de kilomètres avec le reste du groupe dès le premier jour. Ils ne peuvent pas rester à part du troupeau et se reposer, donc ils l'apprennent dès leur naissance. Durant les 24 premières heures, nous étions un peu stressés parce que nous voulions absolument qu'il mange pour prendre des forces.
Mais c'est pas facile pour l'éléphant d'aller téter la maman. C'est pas si simple que ça pour lui. Non, ce n'est pas facile car il est encore petit à côté de sa maman qui est très grande. Mais nous avons remarqué à la caméra que pour aider son petit, la maman avait creusé dans le sable autour d'elle avec ses pattes pour qu'il reste sous son ventre et qu'il trouve plus facilement où téter. Ce qu'elle a fait est totalement instinctif car personne ne lui a appris. Donc Malik, aujourd'hui, il fait combien de kilos? Il a pris un petit peu de poids? À la naissance, il pesait une centaine de kilos et aujourd'hui, 2 mois plus tard, il en fait déjà 140. Ah bah c'est bien, il a bien grandi. Est-ce qu'il s'est bien intégré dans le groupe? Oui, aujourd'hui, il fait partie du troupeau. Mais ça s'est fait petit à petit. Au départ, il restait avec sa maman, puis nous avons introduit une autre femelle, puis une autre, jusqu'à ce que les 6 femelles du groupe l'acceptent et le protègent. Mais nous avons pris le temps et nous sommes restés très vigilants. Et est-ce que c'est une naissance naturelle ou plutôt par insémination? Il s'agit d'une insémination artificielle. Cette naissance fait partie du programme européen de conservation des éléphants d'Afrique, car ils sont inscrits sur la liste rouge des espèces en danger d'extinction. Comme nous n'avons pas de mâle dans le groupe, nous avons utilisé le sperme d'un éléphant sud-africain. Les éléphants africains sont très menacés à cause de l'ivoire, des défenses. On sait combien il en reste en Afrique? En 1900, il y avait 10 millions d'éléphants qui vivaient à l'état sauvage. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 150 000 car ils sont chassés pour leur défense, mais c'est aussi à cause de la disparition de leur habitat. C'est pour ça qu'il y a des programmes, qu'il y a des naissances, pour qu'après les éléphants puissent repartir et être réintroduits dans la nature. Oui, c'est pour ça que notre programme de conservation est important. Nous avons volontairement choisi un éléphant sud-africain comme reproducteur pour éviter la consanguinité entre les éléphants qui vivent en Europe. Comme ça, le sang est plus diversifié et frais et ça pourra permettre de réintroduire l'espèce dans son milieu naturel quand ce sera nécessaire. C'est super, bravo au Bioparc. Et merci Vicky. Moi j'ai vu mon animal préféré, l'éléphant. Merci, merci, gracias. Sandrine va maintenant découvrir l'une des plus grandes antilopes qui existent, le bongo, une espèce rare en danger critique d'extinction. Regardez comme on est bien installé, juste à côté des bongos. Anna, il est incroyable cet animal. Est-ce que ses rayures, sa couleur, son masque même sur sa tête, est-ce que tout ça, ça lui sert à quelque chose dans la nature? Oui, ils s'en servent pour se camoufler. Avec le soleil, la couleur de leur peau fait comme un jeu d'ombre et de lumière qui les rend pratiquement invisibles dans la jungle. Bien qu'ils soient très grands, ça leur permet de ne pas être vus. Ces cornes sont incroyables aussi. Est-ce qu'elles ont une utilité? Elles leur permettent de se défendre, mais elles sont tellement grandes que pour avancer à travers la végétation, ils doivent se déplacer en mettant la tête en arrière pour ne pas rester coincés dans les branches. Ici, dans l'enclos, ils vivent avec une petite antilope. Oui, ici nous avons 2 mâles bongos qui vivent avec 2 grues couronnées et avec des duikers qui sont les plus petites antilopes au monde. C'est marrant parce qu'il y a une vraie différence de taille. Ils sont tout petits, les bongos sont très très grands. Il n'y a pas de conflit, ils s'entendent vraiment bien. Non, ce sont des animaux très calmes et chacun respecte le statut de l'autre dans le règne animal, du plus grand au plus petit. Il n'y a aucun conflit entre eux. Il vient d'où? Les bongos sont originaires d'Afrique centrale, dans les zones forestières et dans les montagnes. Mais aujourd'hui, on ne trouve plus que quelques groupes isolés au Kenya. Il y en a beaucoup au Kenya, parce que je crois que c'est une espèce qui a bien failli disparaître. Il en reste moins d'une centaine dans la nature. En fait, il y en a plus en captivité aujourd'hui qu'à l'état sauvage. Mais pourquoi? Quelles sont les menaces qui pèsent sur cet animal? Leurs principales menaces sont les braconniers qui les chassent pour leurs cornes en forme de lyre, qui sont considérés comme des trophées, mais aussi pour leur peau ou leur viande. La destruction de leur habitat est aussi une des raisons de leur disparition. Comment on peut faire pour protéger cet animal qui est magnifique?
Ici, au Bioparc, nous avons un programme de conservation qui permet de sauvegarder l'espèce. Nous avons déjà eu 4 naissances de bongos qui vivent aujourd'hui dans d'autres zoos. Est-ce qu'on pourrait réintroduire cet animal dans la nature? C'est très compliqué, parce qu'avant de le réintroduire dans la nature, il faudrait déjà commencer par sauvegarder son habitat et arrêter de le chasser. Oui, effectivement, il faut d'abord régler le problème de la déforestation et le problème du braconnage avant de pouvoir le réintroduire dans la nature, parce que sinon, après, ça ne sert à rien, parce qu'il va encore se faire chasser. La première chose à faire est de sensibiliser les populations locales. Il y a un vrai travail éducatif à réaliser, notamment pour arrêter le braconnage. Une fois ce travail fait, seulement là, nous pourrons envisager de faire de la reproduction dans des réserves pour enfin pouvoir réintroduire les bongos dans la nature. Vous avez d'autres programmes de conservation? Oui, nous en avons plusieurs. L'un des plus importants est celui des chimpanzés. Nous avons ici au Bioparc une sous-espèce de chimpanzé qui est très menacée et grâce à notre groupe de reproducteurs qui est le plus important d'Espagne, nous avons eu une naissance il y a 4 mois. Pour nous, c'est très important car cela permet d'aider à la sauvegarde de l'espèce. Comment on dit chimpanzé en espagnol? Chimpanzé. 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 Il faut faire ça. Chimpanzé, chimpanzé. Chimpanzé. Ah! Chimpanzé. Ah, voilà! Tu vois? Pas que moi! Le soleil se couche sur le Bioparc de Valence. Demain, une nouvelle journée d'immersion nous attend. Ce matin, dans les coulisses du parc, Natalia, une soigneuse, s'affaire à la préparation des repas de la journée. L'occasion pour Élodie d'aller lui donner un petit coup de main. Je vois que Natalia est déjà en train de travailler. Bonjour. Hola. Comment ça va? Ça va. T'es venue m'aider en cuisine? Ah oui, je vais t'aider à préparer la nourriture. Alors, on met des gants. Qu'est-ce que tu es en train de préparer là? C'est pour quel animal? Là, je prépare les repas des tortues. Ok. Alors moi, je coupe quoi? À la salade. Combien de kilos de fruits et légumes vous recevez par semaine? Je dirais approximativement 60 kilos de fruits et légumes par semaine. Et alors, comment vous gérez un peu le stock des animaux, ce qui arrive en nourriture, en fait? Ici, on prépare plus de 100 menus quotidiens pour les 150 espèces différentes du parc. Donc, on a de grandes chambres froides pour conserver au frais les légumes, les poissons, la viande et aussi tout ce qui est congelé. Et on se réapprovisionne chaque semaine. Quel animal dans le parc demande le plus de nourriture? Celui qui mange le plus? Je dirais que ce sont les éléphants. J'allais le dire, les éléphants. C'est parce qu'ils sont grands, hein, c'est ça? Et ensuite, les rhinocéros. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce sont les lions qui mangent le moins. Natalia, vous êtes combien de personnes à travailler dans la cuisine? Il y a une cuisinière à temps plein qui prépare les bases pour chaque menu, comme le riz ou les pommes de terre que tu vois ici et qui vont servir au repas des primates, par exemple. Ensuite, les soigneurs de chaque département viennent ici à tour de rôle pour confectionner les menus quotidiens de leurs animaux. Il y a ceux en charge des herbivores, ceux qui s'occupent des félins, des primates, des reptiles, et ceux comme moi qui s'occupent des animaux aquatiques. Les soigneurs prennent du temps à couper les légumes. Pour tous les animaux, on leur donne pas comme ça? Oui, pour nous, l'alimentation, c'est l'une des choses les plus importantes. Alors nous faisons attention à bien respecter le régime alimentaire de chaque animal. C'est pour le bien-être de l'animal, sa santé, la nourriture, c'est tout. Si nous, on mange mal aussi, ça va pas. Allez, maintenant qu'on a terminé le repas des tortues, je te propose qu'on aille en chambre froide pour aller chercher un petit encas pour les hippopotames. D'accord, eh ben on y va, je te suis. Ah mais ça caille là-dedans, hein. Après un court mais saisissant passage par la chambre froide pour récupérer des choux et des citrouilles, c'est l'heure d'aller sortir nos hippopotames de leur sieste. Les hippos! À table! Ils sont bien là, on voit juste la tête qui sort. Comment ils s'appellent? Il y a Drigas, la maman, et Gori, son fils. Drigas et Gori! Ça y est, ils arrivent!
Oh, ils sont trop beaux. Incroyable. Est-ce qu'ils ont les pattes palmées? Non, leurs pattes sont comme celles de n'importe quel mammifère. Et comme ils sont très lourds et n'arrivent pas à nager, ils se déplacent dans l'eau en sautant. Mais en dehors de l'eau, ils sont très rapides. Ils peuvent courir jusqu'à 50 km/h. Oh là là, ça va vite, on se rend pas compte comme ça, il est tout lent là. Comment ils font pour pas couler? Ils font de petits sauts pour sortir la tête de l'eau et respirer. Et quand ils veulent rester plus longtemps la tête hors de l'eau, ils prennent appui sur un rocher. Ils ne peuvent tenir que 6 minutes maximum sous l'eau. Ils passent la majorité de leur temps dans l'eau, les hippopotames. C'est important pour eux, pour leur peau? Oui, ils passent la plupart du temps dans l'eau pour hydrater leur peau. Ils ne sortent que pour prendre le soleil ou faire la sieste. Là, en fait, il y a plein de petits morceaux de nourriture et les poissons, c'est super parce qu'ils en profitent, ils mangent. Oui, les poissons et les hippopotames se rendent service mutuellement. Les grands poissons noirs, par exemple, se nourrissent de leur peau morte. Et les tilapias, eux, mangent les restes des aliments laissés par les hippos. Ah, c'est super, ça veut dire que les poissons, ils sont pas là juste pour faire beau, ils ont vraiment un rôle. On fait tout pour recréer au mieux leur habitat naturel en Afrique. C'est pour ça que nous avons ajouté ces poissons, car ils vivent ensemble dans la nature. En tout cas, vous avez 2 beaux spécimens ici, merci, parce qu'ils sont magnifiques et on en a plein les yeux. Bon, moi j'ai bien découpé les légumes avec toi, tu m'embauches? Muy bien, merci Elodie. Gracias Natalia. Bon bah je repars avec Natalia. Allez, go. Parmi les animaux africains présents au parc, certains sont plus étonnants que d'autres. C'est le cas de l'Oryctérope du Cap. Pour découvrir cet animal nocturne au physique étrange, Anna, la vétérinaire, emmène Sandrine avec elle dans les profondeurs du parc. Nous voici devant l'enclos de l'Oryctérope du Cap. C'est un animal qui est nocturne, donc vous avez recréé son environnement naturel. Oui, effectivement, c'est une cave qui recrée l'habitat naturel de l'Oryctérope, qui fait des terriers pour se cacher tout au long de la journée pendant qu'il dort. Il ne sort que la nuit pour manger. Cet animal est très particulier. Oui, son physique est très étrange. Sa queue ressemble à celle d'un kangourou, son museau à celui d'un cochon et ses oreilles à celles d'un lapin. C'est un vrai mélange de plusieurs espèces. Mais est-ce que ses sens sont développés? En effet, leur odorat est très développé, tout comme leur ouïe. Ça leur permet de trouver de la nourriture et d'entendre les prédateurs ou d'éventuels glissements de terrain. Ils n'ont pas une très bonne vue, mais comme ce sont des animaux nocturnes, ce sens n'est pas très développé, car c'est celui dont ils ont le moins besoin. Donc là, nous sommes dans la maison de l'Oryctérope du Cap. On va lui faire une échographie parce qu'apparemment la femelle est gestante. Regardez, il est juste là. On a beaucoup de chance parce que c'est très rare de le voir comme ça parce que normalement, il est toujours sous terre. En tous les cas, il sort très rarement. Juan Carlos, qui est échographiste, est en train donc de regarder le petit. C'est le bébé? Oui. Oui, c'est le bébé. Et on voit son cœur qui bat. On voit bien. Ah, il est comme ça, non? Oui, ça c'est son thorax. Ah, j'adore, c'est génial. Remontons à la surface pour découvrir un autre animal méconnu, le fossa. Rassurez-vous, si son nom ne vous dit rien, vous allez tout savoir sur ce mammifère aux allures de félin. Vous connaissez tous le dessin animé de Madagascar, et dans Madagascar, il y a un prédateur terrible qui s'appelle le fossa. Et le fossa, il est là aujourd'hui avec nous. C'est le plus grand prédateur de Madagascar. Oui, effectivement, c'est le plus grand prédateur qui existe à l'heure actuelle à Madagascar. Et il se nourrit principalement de lémuriens. Mais alors, qu'est-ce que c'est exactement le fossa? On ne sait pas si c'est un chat, un félin.
C'est un animal un peu étrange car il ressemble à un félin. Comme eux, il a des griffes rétractables qui lui permettent de grimper aux arbres. Mais il fait partie en fait de la famille des mangoustes. Le fossa, ça doit être un très bon grimpeur. Il va très bien dans les arbres ou il est plutôt au sol? En réalité, il s'adapte à tous les milieux. Au sol, il court très rapidement, mais il est aussi très agile dans les arbres, car comme il se nourrit de lémuriens, il doit savoir y grimper et sauter de branche en branche, comme eux. Mais il ressemble un peu au jaguarundi, qui est un félin. Oui, effectivement, il ressemble beaucoup au jaguarundi. Mais la séparation entre Madagascar et l'Afrique en a fait une espèce unique qu'on ne trouve que là-bas. Ah, c'est ça. Ah, regarde, il nous fait des sauts et tout. Oh là là, il est hyper agile. Le fossa, il a un corps très très long avec une très grande queue. Elle lui sert à quelque chose d'ailleurs, cette queue? Tout à fait. Sa large queue lui permet de maintenir son équilibre dans les arbres. Est-ce que c'est un animal qui vit plutôt seul ou qui vit en groupe? Normalement, ce sont des animaux solitaires, mais ici, nous avons un couple. Qu'est-ce que tu aimes, toi, chez cet animal? Parce que c'est pas un animal commun, on le voit pas souvent en plus, donc... Ce que j'aime le plus chez cet animal, c'est qu'il est étrange et peu connu. C'est d'ailleurs pour cette raison que sa conservation est plus compliquée. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment que les gens le connaissent davantage et qu'ils comprennent pourquoi il faut le protéger, car il est en danger. Moi, je vais faire comme les lémuriens, je me fais dorer au soleil. J'adore, c'est vrai qu'ils ont la technique. Et bien voilà, c'est avec nos copains les lémuriens que notre aventure s'achève. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et avec tous nos passionnés d'animaux. N'oubliez pas que vous pouvez voir ou revoir nos épisodes sur le site ou l'application MyCanal et nous suivre sur les réseaux sociaux. Allez, on vous dit à très bientôt. Dans les animaux de la 8, bye bye. Et alors, on est tous là. Mucho frío, mucho frío, frío, frío. Nous ne sommes pas en Afrique, mais en Espagne. Comment te llamo? Comment te llama? Si je vous parle, je vais d'abord parler habla la caméra. Mi, hablo, enfin bref. Ah